Présidentielle du 12 avril 2025, ils sont 8 candidats, vous le savez, qui sont invités à présenter leurs ambitions pour le Gabon, et cela grâce à la HAC, Haute Autorité de la Communication, via bien sûr la Commission d'accès équitable des partis ou groupements politiques aux médias publics. Un candidat, un projet, acte 2, c'est ce soir encore, et ce jusqu'au 10 avril prochain. Merci pour votre fidélité renouvelée. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025 et l'histoire retiendra qu'un candidat à un projet reçoit ce soir Monsieur Alain-Claude Bilebinzé. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tchibila. Monsieur le Président, permettez-moi tout de suite de vous présenter les journalistes qui m'accompagnent et qui vont vous poser les questions ce soir. Lariska Laure Mamengi de Gabon Première sur les questions politiques, Armstrong Agaya de Gabon 24 sur les questions économiques, et puis Pakita Love Dilebou Mabika de Radio Gabon qui interviendra, elle, sur les questions société, culture et sport. Alors, Alain-Claude Bilebinzé, vous êtes né à Makokou, au nord-est du Gabon, un 16 septembre 1967. Vous faites vos études primaires dans le chef-lieu de Logo-Evindo avant d'être admis à l'école secondaire des cadets de police, ESCAP, à Libreville. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous entrez donc à l'université Omar Bongo en faculté des lettres et des sciences humaines. Vous créez le premier syndicat des étudiants dénommé Syndicat des étudiants gabonais, SEG, dont vous serez le premier et le dernier président. Alors, en 2000, vous intégrez la mairie de Libreville, où en 2001, vous êtes nommé directeur de la communication. De décembre 2002 à décembre 2005, vous occupez différents postes dans des cabinets ministériels, notamment au ministère des Droits de l'Homme, puis au ministère de l'Agriculture et enfin au ministère des Transports et de l'Aviation civile. En 2006, vous faites donc votre entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement. La même année, vous êtes élu député de la commune de Makokou et du canton de Tanglouli. En janvier 2007, vous changez de portefeuille et devenez ministre délégué au ministère des Transports et de l'Aviation civile. En mars 2012, vous êtes nommé conseiller politique du président de la République, porte-parole de la présidence de la République. Alain-Claude Bilebinzé fait son retour au gouvernement le 11 septembre 2015 en qualité de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. En octobre 2016, vous êtes ministre d'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, porte-parole du gouvernement encore. En mai 2018, vous êtes élu député du siège unique du 2e arrondissement de Makokou et du canton de Tanglouli. En juin 2019, vous êtes nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. En juillet 2020, vous êtes ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Lors du remaniement de mars 2022, vous êtes maintenu ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, auquel on rajoute le porte-parole du gouvernement. Octobre 2022, Alain-Claude Bilebinzé est nommé vice-premier ministre. Vous conservez le portefeuille de l'énergie et des ressources hydrauliques ainsi que le porte-parole du gouvernement. Le 9 janvier 2023, vous accédez aux hautes et prestigieuses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, fonctions que vous allez occuper jusqu'à la prise de pouvoir par les militaires le 30 août 2023. Amateur d'art et de littérature, vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Et si on en parlait » paru aux éditions Silence. Et nous n'oublions pas votre dernier ouvrage intitulé « Aou Maou », Oser l'espérance pour un nouveau Gabon. Et c'est d'ailleurs le maître mot, sinon le slogan de votre campagne sur le terrain. Monsieur le Président, cette présentation, somme toute exhaustive, vous s'y est-elle ou trouveriez-vous à redire? Ça me sied parfaitement, juste que l'élection à Makokou a eu lieu plutôt en octobre 2018 qu'en mai. Mais ça me sied parfaitement. D'accord. Allez. Monsieur le Président, votre CV exhaustif montre que vous avez occupé effectivement plusieurs fonctions. Vous connaissez le fonctionnement de l'État au moment où vous briguez la magistrature suprême. Et pourtant, et on l'entend, vous l'avez répété dans votre expression directe, vous demandez pardon aux Gabonais. Pourquoi? Dans la nature des hommes,
comme dans la vie quotidienne, la question de la remise en cause est essentielle. La question de se poser de bonnes questions, de faire son autocritique, c'est essentiel. Après les événements du 30 août 2023, j'ai pris mes distances, et nous en reparlerons, et j'ai engagé ce que j'ai appelé plus tard mon chemin de Damas. Je suis d'abord allé à la rencontre de moi-même, à la rencontre des miens, à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais, et à leur écoute. Et de cette écoute, il est apparu que de nombreux greffes étaient portés de manière globale au régime que j'avais servi, mais certains greffes me concernaient directement. Entre autres, ma prise de position sur 2016, ces événements de 2016, la crise post-électorale, pour laquelle de nombreux Gabonais me tiennent greffe d'avoir donné un certain nombre de chiffres, d'indicateurs. Ces chiffres que j'ai donnés, manifestement, ont heurté un certain nombre de compatriotes. Je les ai donnés parce que c'était des chiffres officiels, des chiffres de l'État. Je suis républicain et régalien, je suis porte-parole, on me donne des chiffres, je les communique. Manifestement, il y a eu d'autres éléments. Et récemment, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'associations de victimes. Et quelques victimes, en tout cas des parents de victimes avec lesquels j'ai échangé. Et donc, ce pardon que j'ai demandé, ce pardon, c'est un pardon à la fois pour ce qui n'a pas été bien fait de manière collective, mais aussi pour ce que j'ai pu heurter dans mes prises de parole, dans mes prises de fonctions officielles. Et cela, c'est une démarche personnelle. Je ne sais pas si ce pardon sera entendu. Ce que je sais en tout cas, c'est que le fait pour moi de l'avoir demandé, d'une certaine manière, me réconcilie déjà avec moi-même. Et la démarche que j'ai engagée de porter un projet présidentiel, il m'a semblé utile de ne pas l'engager tant que cette question du pardon, je ne l'avais pas faite publiquement. Après, on verra ce que les Gabonais en penseront. Et nous sommes sur ce plateau, Absang. Oui, Monsieur le Président, vous me permettrez d'insister là-dessus. Le pardon tel qu'il est demandé nécessite quand même une part de vérité. Pourquoi demander pardon sur quelque chose dont vous n'avez pas eu finalement les vrais chiffres, si c'est le cas, ou alors, vu que vous avez quand même pu atteindre le niveau de la primature, donc devenir Premier ministre, aujourd'hui candidat à une élection présidentielle, pourquoi n'avoir pas demandé pardon aux Gabonais en leur disant les véritables chiffres? Est-ce à dire que vous ne les avez jamais eus de porte-parole du gouvernement ou alors de la présidence de la République à cette époque et de Premier ministre? Ces chiffres, est-ce qu'aujourd'hui, vous serez à même de dire que vous ne les avez jamais eus? Les chiffres que j'ai communiqués en 2016, je n'étais plus porte-parole de la présidence. J'étais porte-parole du gouvernement. Et je n'ai pas de chiffres contraires. Jusqu'à date où nous parlons aujourd'hui, j'ai entendu un certain nombre de chiffres donnés par quelques ONG qui se contredisent entre eux. Et j'ai entendu aussi qu'il y a eu des charniers. Et la question que je pose derrière le pardon, c'est la question de la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. J'en parle dans mon projet. J'indique que notre pays ne pourra pas être réconcilié avec lui-même si on n'a pas fait la lumière sur ces événements de 2016, et on peut remonter en 2009, on peut aller plus loin, en 1994, chaque fois qu'il y a eu élection, il y a eu crise post-électorale avec des morts. Il ne faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Le sang du Gabonais a coulé, il faut avoir l'humilité de se dire, j'ai participé d'un régime, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas donné l'ordre de tuer quelqu'un, il faut que lumière soit faite. Et cette lumière-là, c'est dans le cadre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Monsieur le Président, vous demandez pardon. Il y en a qui ont dit il y a eu 300 morts. Il y en a qui ont dit il y a eu des charniers. Je demande solennellement à ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités. Nous avons justice qui a dit il y a eu des charniers. Qu'attend-il depuis 18 mois maintenant pour engager une enquête? Il a la responsabilité aujourd'hui de l'État dans la matière de la justice. Nous avons un président d'institution qui est président du Sénat, qui était du camp de Jean Ping, qui aujourd'hui a la possibilité d'ouvrir une enquête parlementaire sur le sujet. Nous avons M. Jean Ping lui-même, qui revendique aujourd'hui la restauration de son siège, mais qui ne dit plus rien sur les morts de 2016. Aujourd'hui, on construit la cité-démocratie, on dit qu'il y a eu des charniers. Il faut pouvoir s'arrêter et se dire quelle est la vérité de cela. Monsieur le Président, vous me permettrez de rebondir. Monsieur le Président, vous me permettrez. Allez-y, rebondissez. Vous me permettrez de rebondir. Vous êtes porte-parole. L'on vous donne des chiffres à annoncer à la télévision. Au fur et à mesure de votre carrière politique, vous atteignez quand même un certain nombre de piédestals.
Vous devenez ministre, jusqu'à Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce à dire qu'à ce jour, vous n'avez jamais eu la vérité sur ce dossier, quand bien même les Gabonais aujourd'hui vous pointent du doigt? Pourquoi veut dire demander pardon sur un fait dont vous estimez que vous ne connaissez rien? Dans la question du pardon, il y a le pardon pour ce qu'on a fait. Il y a le pardon pour ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez fait alors en 2016? Vous posez les questions, je fais les réponses. D'accord. Très bien. Je suis là ce soir pour m'adresser aux Gabonaises et aux Gabonais. Ouais. 1h30 pour parler de mon projet. Oui, bien sûr. Et dans ce que je dis, je réponds à vos questions parce que ça rejoint un élément important de mon projet. Ouais. La question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. D'accord. Et je le dis solennellement aujourd'hui. Ouais. Je n'ai eu connaissance d'aucun autre chiffre que ce qui m'a été donné. Maintenant, je vous retourne la question. Vous étiez journaliste au Gabon en 2016. En 2016, vous étiez à Gabon 24, me semble-t-il. Et de ce point de vue... Non, Monsieur le Président. Bien. De ce point de vue, en tant que journaliste, avez-vous mené une enquête sur ces événements-là? Monsieur le Président, je vous réponds tout de suite. Oui. Malheureusement, en 2016, et sous l'Ancien Régime, il fallait se contenter de ce qui était dicté. Et sous le nouveau régime, depuis 18 mois, avez-vous mené une enquête? Sauf que malheureusement, j'ai encore envie de vous dire que le siège de Jean-Ping n'a pas été attaqué sous le nouveau régime. Ce que j'ai envie de... Non, attendez. Je veux aider les Gabonais à comprendre. Ce n'est pas vos envies qui sont là. Monsieur le Président, ce ne sont pas vos envies qui sont là, ce sont mes réponses qui sont là. D'accord. Gardez vos envies, je suis là pour répondre aux Gabonais. Bien sûr. Bien. Donc, de ce point de vue, je dis encore une fois, solennellement, je n'ai eu connaissance d'aucun autre chiffre que ce qui m'a été donné par la police et le ministère de l'Intérieur. Je le dis solennellement. Si quelqu'un vous dit le contraire, qu'il vienne à la télévision gabonaise, qu'on en débatte. Après, je dis ceci. J'ai demandé pardon parce que j'ai communiqué des chiffres qui ont heurté les Gabonais. Lorsque je rencontre Madame Aïcha, qui me regarde dans les yeux, j'en ai parlé dans mon expression directe, et qui me dit, Monsieur Bilibizé, je ne vous déteste pas, j'ai de la haine pour vous. Parce que des gens sont morts, on était là, on a vu les morts, et vous entendre dire qu'il n'y avait que 8 morts, ça nous a heurtés. Je dis pardon pour ces chiffres que j'ai donnés. Mais je n'ai pas dit que j'ai commis un acte criminel. Je dis encore une fois, la commission Vérité, Justice et Réconciliation est l'élément fondamental qui permettra d'avoir la vérité des faits. Et vous reconnaissez donc n'avoir pas dit la vérité à cette période? Je reconnais avoir donné des chiffres. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Le chiffre, c'est pas une question de vérité. Qui ne sont pas forcément la vérité, ces chiffres. Les chiffres que j'ai donnés me venaient du ministère de l'Intérieur. D'accord. Bien. Donc, je pose encore une question. Est-ce que depuis lors, l'État gabonais, depuis que j'en parle, a donné une version contraire à ce que je dis? Vous parlez de quel État, Monsieur le Président? Monsieur Agaya. Avant la transition ou l'État sous la transition? Mais l'État avant la transition, comme l'État après la transition. L'État est une continuité historique. Les militaires ont fait une intervention. Les militaires ont une mémoire. Personne ne sort de son groupement, de son unité, sans que ça soit signalé. Personne ne prend une arme dans une armurerie sans que ça soit noté. Personne ne prend des munitions sans que ça soit identifié. Et donc, il y a une mémoire de l'armée qui est là, qui existe. Lorsqu'on voudra connaître la vérité, la mémoire de l'armée parlera, s'exprimera. Donc, il ne sert à rien, ça fait 2 ans maintenant, qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre de médias, un certain nombre de réseaux sociaux manipulés tentent de faire penser Bilibize comme le bouc émissaire, comme si Ali Bongo n'avait eu que Bilibize comme collaborateur. J'aurais donc été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, commandant en chef, commandant d'unité, commandant de groupement, et j'aurais moi-même fait toutes ces interventions. Cela n'est pas vrai. Donc j'attends cette commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est dans mon projet et je mettrai cela en œuvre une fois élu. Je le mettrai en place. Alors cet acharnement, c'est certainement parce que vous restez au devant de la scène. Ceux qui ne sont plus au devant de la scène, effectivement, on ne va peut-être pas, ne pourront pas chacun mène sa avoir barque l'acharnement des populations. Mais c'est dit, on passe, Lariska, avant d'attaquer le projet de... Oui, justement, je veux revenir sur la commission Justice, Vérité, Réconciliation que propose Monsieur le Président. Je voudrais savoir à quoi servirait le rôle de la justice dans cette action, dans l'action de cette commission. Est-ce qu'elle va pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres à tous les niveaux? La commission, lorsqu'elle se met en place, et le Gabon ne serait pas le premier pays à le faire, l'Afrique du Sud l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, d'autres pays dans le monde l'ont fait. L'intérêt de la commission Vérité, Justice et Réconciliation,
c'est un moment de respiration nationale où on fait appel à plusieurs compétences qui ne sont pas que du domaine de la justice. Il va y avoir des sociologues, il peut y avoir des anthropologues, il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir tous les experts possibles qui ne sont pas que du domaine de la justice. Il y aura des témoins également, ceux qui ont vécu les faits. Il y aura un certain nombre de parents qui ont été là, qui ont vu des choses et qui vont pouvoir s'exprimer. Le fait pour nous de dire qu'il faut cette commission-là ne peut pas empêcher la manifestation de la vérité judiciaire. Si la justice aujourd'hui se saisit du dossier, la justice ira à son terme. Mais la question de la commission Vérité, Justice et Réconciliation est d'abord une question de politique nationale pour guérir le pays, pour réconcilier le pays, pour faire en sorte que les Gabonais se parlent à nouveau. Et moi, j'assume d'avoir participé à un régime. Mais je n'ai pas été seul. Et je n'ai pas été dans toutes les actions de ce régime-là. J'en étais un des visages. Vous êtes des journalistes. Dans une salle de rédaction, vous êtes présentateur d'un journal. Il y a derrière cette présentation du journal des petites mains qui ont travaillé, qui ont préparé le journal. C'est vous qu'on voit en train de donner l'information, mais ce n'est pas vous qui avez préparé tous les sujets. Ce n'est pas vous qui avez fait le reportage sur le terrain. Vous n'avez pas fait le montage. Et donc ça fonctionne comme ça également, un État. Chacun à sa place. Le fait pour moi d'avoir porté cette parole-là ne veut pas dire que j'ai été celui qui a été à la manœuvre à tous les niveaux. On veut faire porter un chapeau. Je ne porterai pas ce chapeau. Monsieur le Président, excusez-moi, permettez que je rebondisse sur ma question, Monsieur le Président. Est-ce que vous trouvez que c'est opportun, justement, de mettre en place cette commission dans un contexte où les Gabonais sont appelés à une réconciliation nationale? Est-ce que finalement, c'est opportun? C'est incroyable. Vous savez, j'étais aux responsabilités que cette commission était demandée à la fois par les parents de victimes, par des ONG, par des acteurs politiques de l'opposition. Tout à coup, tout le monde s'est tué. Et on me dit, est-ce que c'est opportun? Alors, le moment opportun serait lequel? Vous qui avez le jugement de cela. Oui, mais Monsieur le Président, nous sommes là sous une ère de transition où on appelait les fils et filles de ce pays à se mettre ensemble, pour travailler ensemble et ne plus regarder en arrière. Et donc, à mettre la poussière sous le tapis. Je vous pose la question. Et je vous l'en renvoie. Monsieur le Président, ici, c'est nous qui posons les questions. Et je fais les réponses. Justement, Monsieur le Président, j'ai quand même envie de rebondir parce que vous venez de donner également un cours. Vous pourrez essayer de ne pas bondir. Oui, bon, vous me permettrez de rebondir, Monsieur le Président. Dans une conférence de rédaction, le journaliste présentateur participe à cette conférence de rédaction et donc il a la responsabilité de ce qu'il rend à l'antenne. Vous le savez aussi mieux que moi. Sauf que dans la condition actuelle de la situation évoquée, Monsieur le Président, j'insiste une fois de plus, vous avez pris et accepté la responsabilité de porter et de donner des chiffres aux Gabonais. Ensuite, après que votre édition d'information à vous soit finie, lorsque vous avez donné ces chiffres, est-ce que vous vous êtes arrêté 5 minutes, quelques années après, j'ai envie de vous dire en 2023, devenu Premier ministre, aujourd'hui candidat à une élection présidentielle, pour dire aux Gabonais, pas seulement pardon, mais que de dire, voici, en ayant occupé des fonctions, des hautes fonctions au sommet de l'État, voici ce qu'il en est. Cette commission, justice, réconciliation et vérité, comme vous l'appelez, je peux m'embrouiller sur les mots, mais en réalité, quelles seront les véritables sanctions que vous proposerez si vous êtes président de la République? Monsieur Agaya, vous aimez vous entendre parler? Non, je vous pose des questions. Vous posez une question, ça fait 3 fois que vous la posez. Je peux comprendre que vous avez été coaché pour poser des questions. Mais je fais des réponses. Vous me connaissez, Monsieur le Président. Et c'est parce que je vous connais que je n'ai jamais été coaché. Monsieur le Président, s'il vous plaît, pas sous-entendu, question-réponse. Regardez, oui. Ça fait 3 fois que Monsieur Agaya pose la même question. Non, je parle des sanctions sur le plan justice. Quelles seront les sanctions proposées par vous? Mais d'abord, le président de la République n'a pas à proposer des sanctions à la justice. Voilà. Je suis président de la République, il y a l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. Je sais bien que c'est quelque chose qui peut vous échapper. Mais l'indépendance de la justice est un principe cardinal et le président n'a pas à donner des sanctions. Ce n'est pas le rôle du président. Le rôle du président est de mettre en place des politiques publiques et en l'occurrence de dire « je veux une commission vérité, justice et réconciliation ». Elle se met en place, on met en place un groupe d'experts qui va travailler, ça prendra le temps que ça prendra et in fine, s'il y a des cas avérés qui sont transmis à la justice se prononcera en toute indépendance. Je n'ai pas, moi, à décider de sanctions en lieu et place de la justice. On ne vous demande pas de décider. Allez. Mais en tant que citoyen, qu'est-ce que vous direz? Mais le citoyen qui devient président, il est encadré par la loi, l'état de droit. Ouais. Donc l'état de droit veut dire que lorsque vous êtes président, vous ne vous mêlez pas des décisions de justice. Vous n'avez pas fait des enquêtes judiciaires, ce n'est pas votre rôle.
À chacun son rôle dans une république et dans un état de droit. Dans la république à laquelle j'aspire et pour laquelle j'ai produit un projet de société, l'état de droit sera un principe cardinal et la séparation de pouvoir une réalité. C'est pour cela que dans ce projet, je remettrai en cause la constitution actuelle qui est un mélange de genres et personne ne s'y retrouve. Et Voilà. Monsieur le Président, nous allons Martial, tu me permets vraiment une dernière question pour boucler avec cette histoire de pardon. Oui. Est-ce que, Monsieur le Président, s'il n'y avait pas eu le 30 août 2023, vous l'aurez fait? Est-ce que vous aurez demandé pardon aux Gabonais? Voilà, et pour abonder, vous demandez pardon effectivement aujourd'hui. Dans l'ancien, avant 2023, dans l'ancien, ou pendant le régime déchu, on a vu des personnalités se lever, Bertrand Zibi pour ne pas le citer, et claquer la porte. Vous aurez pu le faire, vous ne l'avez pas fait, Monsieur le Président. Je n'ai pas démissionné, je vis au Gabon. Et dans ce Gabon dans lequel je vis, je n'ai jamais quitté mon pays pendant un mois d'affilée. J'ai vu en 1993 une personnalité politique, Jules Aristide Boudès Ouligendé, claquer la porte du PDG, claquer la porte de l'Assemblée nationale et se porter candidat à une élection présidentielle. Passé les applaudissements du moment, quels sont les Gabonais qui ont accompagné Boudès Ouligendé dans sa marche politique? J'ai vu en 2009 Jean Yegendong claquer la porte du PDG avec fracas. Combien de Gabonais l'ont suivi? J'ai fait le choix, moi, de me battre à l'intérieur. Ça n'a pas toujours été facile. Je le décris dans le livre Aoumaou, les contingences qu'il y a eu au sommet de l'État. Je le décris également toutes les dérives qu'il y a eu. Je suis candidat aujourd'hui pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais, notre pays mérite mieux. Je suis candidat et vous me dites, mais s'il n'y avait pas eu le 30 août, est-ce qu'il y aurait eu le pardon? Mais il y a eu le 30 août. On ne peut pas dire, est-ce qu'il n'y a pas eu le 30 août? Il y a eu le 30 août. Et le 30 août a été un moment dans ce pays où un certain nombre de choses ont été remises en cause. Et je reconnais que j'ai eu de ce point de vue une remise en cause en regardant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Bien sûr que ça a été un moment important qui a permis que je me pose des questions, bien entendu. Mais qui ne s'est pas posé des questions? Quel est le Gabonais qui ne s'est pas posé des questions à ce moment-là? Je me les suis posées. Et le 30 août a eu lieu. C'est comme si vous me disiez, est-ce que si Jésus n'était pas mort, vous seriez chrétien? Mais bien sûr qu'il y a eu la mort du Christ qui fait qu'il y ait des chrétiens. Et donc, il y a eu un événement qui a eu des conséquences. Une des conséquences, c'est la remise en cause qui était la mienne. Monsieur le Président, Monsieur le Président, donc vous comprenez qu'il y a une certaine opinion qui doute de la sincérité de ce pardon, du moment où beaucoup se demandent s'il n'y avait pas eu ce 30 août. Est-ce que nous aurons... Vous savez, le pardon est une notion chrétienne. Je demande pardon, je n'impose à personne de l'accepter. Je demande pardon, et ce pardon, je le demande d'abord aux victimes, aux parents de victimes, à Dieu et au peuple gabonais. Le peuple gabonais appréciera. C'est entendu. Donc, vous pouvez indiquer que ce n'est pas sincère, c'est votre appréciation, mais c'est à chacun d'apprécier. Voilà. Monsieur le Président, on n'a pas l'occasion de vous avoir sur les plateaux de télévision. Juste pour finir, est-ce que finalement, lorsque vous disiez à cette époque, devant la représentation nationale, que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais, en réalité, finalement, vous ne saviez pas. Vous avez une assurance. J'avais cru comprendre que c'était les questions économiques, M. Agaya. C'est l'économie, là? Bien. Non. Allons-y. Le principe, Monsieur le Président, non, je réponds à sa dans question. une rubrique, vous savez, elle est pilotée. Et là, nous n'avons pas encore entamé votre projet de J'espère société qu'on va en tant que l'entamer. tel. Je réponds à sa question. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Agaya, j'entends votre chicanerie, mais lorsque je l'ai dit, vous étiez journaliste, quelle analyse en avez-vous faite? Aujourd'hui, parce que le pouvoir, il n'est plus entre les mains du PDG et Billy Buzet n'est plus Premier ministre, vous semblez avoir trouvé tout un coup une liberté. Mais la liberté que vous avez aujourd'hui, c'est de passer d'un maître hier à un nouveau maître aujourd'hui. Avez-vous critiqué le CTR une seule fois? Non. Je vous invite à regarder mes analyses. Je regarde, à la et vous ne critiquez pas. Je regarde et vous accompagnez, comme vous avez toujours fait. Donc demain, je suis élu, vous serez là pour chanter la même chanson en changeant le nom des personnes dans votre chanson. Donc c'est ce que vous faites. Et donc vous reconnaissez que vous serez président avec les mêmes méthodes? Je serai président et vous serez un journaliste qui va m'accompagner. C'est ce que je dis. Alors, tout de suite, et moi, je mettrai un terme à cela. Monsieur le Président, je réponds rapidement à sa question. Vous avez déjà répondu à la question, Monsieur le Président. J'ai dit à l'Assemblée nationale, et c'est peut-être parce que notre pays n'est pas habitué aux joutes politiques, qu'on ne sait pas ce que c'est une joute politique dans une représentation nationale. Une image sportive est prise par un contradicteur, je lui réponds sportivement
que ce que vous prenez comme image, dans une course de relais, le témoin se passe entre coéquipiers. Ceci est un fait universellement admis. Que vous en tirez ensuite des conclusions qui sont les vôtres, je ne peux rien. J'émets un propos, je suis libre du propos que j'émets, je ne contrôle pas l'interprétation que chacun en fait. Voilà, chacun effectivement est libre d'interpréter comme il l'entend. Allez, votre projet de société parle de politique. Laris Kalor, m'a même dit politique. Je pense qu'on est, de plein pied, là-dessus. Alors, je vais revenir sur la question de l'état de droit. Je vois dans la partie 4, au grand titre, instaurer une gouvernance nouvelle et transparente à tous les étages de la vie publique. Et là, nous sommes dans le point 4 qui parle de l'état de droit. Les lois sont appliquées de manière équitable et impartiale dans le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Monsieur le Président, la question de la partialité de la justice est encore un gros problème, une vue de l'esprit dans notre pays. Une fois arrivé à la présidence de la République, comment vous allez faire pour que ces lois soient appliquées, pour que finalement la justice retrouve ses lettres de noblesse? Les magistrats, ce sont des Gabonais. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. J'ai suivi d'un peu loin, ensuite d'un peu plus près, toutes les demandes des magistrats. Nous avons un pays où les magistrats se mettent en grève pour demander l'indépendance de la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de leur point de vue, la justice n'est pas indépendante et elle ne l'est pas. Moi, président, le président de la République ne présidera pas le Conseil supérieur de la magistrature. Il sera présidé de manière à ce que ce soit les magistrats eux-mêmes qui choisissent librement qui va être celui qui va présider le Conseil de la magistrature, notamment ici, au niveau de la Cour de cassation. Je serai président de la République, que je ne me mêlerai pas des décisions de justice et je n'irai pas dire que dans tel dossier, il y a tel ou tel ou tel élément. Parce que le secret de l'instruction est garanti par la loi et protégé par la loi. Donc la première chose à faire, c'est établir cette séparation nette des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et ici en l'occurrence le judiciaire. Première chose. La seconde chose à faire, c'est de libérer le génie des magistrats. Les magistrats rendent la justice au nom du peuple gabonais. Il faut les accompagner dans leur formation. Il faut les doter de matériel. Il faut doter les tribunaux d'éléments techniques pour les accompagner. Il faut désengorger. Ils sont submergés sous les dossiers. Il faut les accompagner. Et ensuite, la question de la loi. C'est d'abord la question de l'exemplarité. C'est d'abord la question de se dire, je suis chef, je me dois d'être un modèle. Je suis chef, si une décision de justice concerne un de mes parents, il subit la loi comme tout autre Gabonais. Il faut se le dire. Et après, ne pas avoir d'intervention intempestive pour indiquer que tel, collez-lui telle amende, un tel autre, il a droit à ceci, tel autre, libérez-le. Il faut être dans cette condition-là totalement impartial. C'est comme ça que ça se passait avant, Monsieur le Président? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y avait réellement séparation de pouvoir dans le pouvoir des chefs? Ou alors il y avait pression, injonction? Mais c'est parce que justement ça ne se passait pas comme cela avant, que ça ne se passe pas comme cela aujourd'hui, que je propose un projet différent. Alors, vous parlez de magistrats. Est-ce qu'il n'y a de justice qu'avec les magistrats et les huissiers alors? Mais je parlais des magistrats, les huissiers sont les auxiliaires qui accompagnent. C'est comme si on me demandait où sont les avocats, mais c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Les huissiers sont là, ils ont leur rôle à eux. Il n'y aurait pas de décision de justice sans le travail des huissiers, c'est un fait. Il n'y aurait pas le travail de décision de justice sans qu'il y ait les avocats également qui interviennent pour défendre leurs clients, c'est un fait. Donc c'est un ensemble. Je pose la question parce que vous savez que les huissiers se sentent délaissés aujourd'hui, délaissés pour compte dans cet appareil de justice. Il y a eu par le passé un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ont été adoptés, notamment un code particulier pour les magistrats. Et les huissiers ont également demandé à avoir un certain nombre de dispositifs. Notamment les sièges. Le sujet que je pose, quand je disais tout à l'heure qu'il faut accompagner, il faut des moyens. Mais c'est l'ensemble, c'est-à-dire les greffiers, les magistrats et tout le personnel judiciaire. C'est l'ensemble. Mais la première chose à établir, c'est une séparation nette entre l'exécutif et le judiciaire, de manière très nette. Monsieur le Président, une séparation entre l'exécutif et le judiciaire, mais aussi une séparation entre le gouvernement et les entités sous tutelle, pourquoi pas? Nous, le rapport avec la justice. Non, vous comprenez ma question. On reste dans la politique? Mais je ne comprends pas la question. Non, nous sommes dans la politique, Monsieur le Président. Nous sommes dans l'état de droit.
C'était le sujet que vous aviez évoqué. Vous avez terminé de nous donner les détails recherchés. Et là, je fais le pont, je fais la transition sur une autre question, Monsieur le Président. Ah, c'est quoi la question? Bien. Je dis que cette séparation de pouvoir entre le judiciaire et l'exécutif, pourquoi ne pas justement la calquer entre le gouvernement et les entités sous tutelle? Je prendrai un exemple pour imaginer. Est-ce qu'une fois président de la République, vous tolérerez qu'un ministre de la Communication puisse interférer, sinon puisse prendre le contrôle du conducteur d'un journal, dans un média d'État? Vous connaissez le ministre qui l'a fait? Je vous pose la question, monsieur. Bon, mais Monsieur le Président, je vous pose la question. Très bien. La question des entités sous tutelle, ça n'a rien à voir ici avec la question de la séparation des pouvoirs. Non, non, je réponds à votre question. Nous sommes bien d'accord, Monsieur le Président. Je réponds à votre question. C'est juste une phrase de transition. Le gouvernement de la République dispose de l'administration. Dans cette administration-là, il y a des entités sous tutelle qui sont organisées. Certaines ont un conseil d'administration. Il faut respecter les normes. Le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration. La direction générale, c'est la direction générale. Le ministre assure la tutelle. Et la tutelle, ça veut dire qu'on donne l'orientation politique, on donne l'impulsion politique et les entités sous tutelle agissent. Et donc, je ne vois pas très bien la question de la séparation, c'est juste le respect de la déontologie administrative, le respect des normes de gestion de l'État, et chacun devra, et dans mon projet, j'indique très clairement la question de la société de confiance. Ça veut dire une société dans laquelle la norme est respectée. Ça veut aussi dire la question de la bonne gouvernance qui est largement développée dans mon projet de société. Ce n'est pas chacun qui décide ce qu'il veut. Il y a la norme, il y a la loi, et on fait appliquer la norme et la loi. Monsieur le Président, excusez-moi. Je vais revenir sur mon image. Vous êtes président de la République, vous avez un gouvernement. Vous apprenez que le ministre de la Communication a quasiment fait le conducteur du 20h du Média National. Est-ce que vous allez tolérer un tel écart? Mais un ministre n'a pas fait un conducteur. Pourquoi il le ferait? Ce n'est pas son rôle. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas le genre de choses qui remontent à un président, ça. Vous voyez, le président préside la République. Le gouvernement gère au quotidien l'État sous l'autorité du président de la République. Dans ma conception du pouvoir, le président ne se mêle pas de tout. Dans ma conception du pouvoir, le président n'a pas à regarder ce que fait un directeur général. Il n'a même pas à l'appeler au téléphone pour dire il faut que tu payes tel fournisseur. Le président de la République préside la République et le gouvernement, avec ses différents démembrements, gère au quotidien l'État. C'était comme ça avant, Monsieur le Président? Parce que ce n'était pas comme ça avant que je suis candidat, que ce soit différent. Merci. Monsieur le Président, moi je souhaite rester sur cette question liée à la justice. Vous me permettrez de vous titiller un tout petit peu quand même. Aujourd'hui, la personne qui doit gérer le pays au soir du 12 avril prochain doit avoir une certaine moralité. Lorsqu'on parle de justice, cette justice, vous l'avez dit, elle n'a pas fonctionné. Ou alors, elle ne fonctionne même pas. Vous avez vécu des situations que tous les Gabonais ont appris sans avoir la véracité de ces informations. Pour avoir été, par exemple, comme ça a été dit, en détention, parce que je ne parlerai pas de prison, puisque je ne peux pas l'affirmer, si un jugement avait été prononcé. Au stade où on en est, pensez-vous que cette justice, à votre époque, lorsque vous avez connu cette situation, fonctionnait normalement? Qu'est-ce qu'il faut changer véritablement? Je m'étais demandé, dans la question des poubelles, qui va tirer le sort? Et je vois que c'était vous. Mais je réponds à votre question. Et laissez-moi le soin d'y répondre, une bonne fois pour toutes. Parce que vous, comme certains de vos confrères, à chaque fois, ça met à la une, Billy Biza a été en prison. Donc je vais en parler librement. C'est vous qui venez de le dire. Retenez-moi, retenez ça une bonne fois pour toutes, je vais en parler librement. Vous savez ce qu'on appelle la Cour de cassation. C'est la plus haute juridiction en matière judiciaire. La Cour de cassation s'est prononcée et a cassé tous les jugements. Lorsque j'ai été mis en détention, je n'ai pas vu un seul juge avant la détention. Pas un seul. On m'a pris de chez moi, on m'a mené à la DGR. De la DGR, je n'ai pas vu un juge, on m'a conduit directement en détention. Ce n'est qu'étant là-bas que mon affaire a été appelée 10 jours après et que ça a été jugé.
Et donc, je n'ai pas vu un seul juge. C'est pour cela que je dis, la justice doit cesser d'être instrumentalisée. Elle a été instrumentalisée et j'ai ici l'arrêt de la Cour de cassation dans cette affaire. Et une fois pour toutes, j'aimerais que cette affaire cesse de faire les choux gras. Si je suis candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle, c'est qu'on a produit un casier judiciaire vierge. Ce casier judiciaire vierge veut dire qu'il n'y a pas de fait retenu contre moi par la justice de mon pays, rendu au nom du peuple gabonais. Ça, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui date de 2009-2010. Voici le numéro de l'arrêt de la Cour de cassation. Et je lis rapidement le dispositif parce que on n'est pas là pour cela. Il faut que chacun le sache. Je lis le dispositif, que les Gabonais comprennent. Par ces motifs, et par les motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, la Cour de cassation, 1. Casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 22 janvier 2008 par la Chambre correctionnelle. 2. Annule le mandat d'arrêt décerné contre le député Bilibize Alain Claude. 3. Prend acte de ce que Dame Intel, je cite pas son nom, partie civile, dit avoir entièrement été dédommagée, dit n'avoir plus lieu à poursuivre ses affaires dans aucune autre cour. Est-ce qu'on peut définitivement finir avec ça? Est-ce que ce n'est finalement pas la même justice lorsque vous déclarez le bilan de 2016, par exemple, qui ne s'est pas autosaisi, parlons du parquet de la République, dont vous décrivez aujourd'hui le fonctionnement de cette même justice, qui vous a permis d'avoir ce document qui vous rend blanchi de cette situation? Je dis, sur la question de l'état de droit, la justice doit être indépendante. D'accord. Sur la question que vous avez évoquée, la justice a été manipulée et utilisée. Et je dis plus jamais ça dans un état de droit. C'est ce que je dis. Je me suis battu pour aller jusqu'en cassation, pour faire reconnaître mes droits, et ce qui me permet aujourd'hui d'être candidat à l'élection présidentielle blanchi totalement. Et donc toutes ces affaires sont des affaires maintenant de médias et de presse. Et je suis étonné que sur ce plateau, alors que je parle de mon projet, qu'on me reprenne des arguments utilisés contre l'un de mes adversaires dans un meeting. Je trouve ça curieux et c'est assez bas dans l'expression de l'affaire publique. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on a un projet à proposer. Et moi, je suis venu vous proposer un projet et nous sommes là, en toute liberté. Lariska, continuez. Et ce projet, pardonnez-moi, on va boucler la partie. Pardonnez-moi, M. Tchibinda. Et ce projet que je porte est un projet de rupture. Rupture avec précisément ce qui a mal fonctionné, dont les méthodes du passé. Rupture avec une justice aux ordres. Rupture avec une justice qui dit les décisions. Lorsqu'on l'appelle au téléphone, il faut rompre avec tout cela. Et c'est pour ça que je porte ce projet, parce que j'ai vécu l'intérieur, les dysfonctionnements de l'État. Je les ai vus. Et j'ai vu comment les Gabonais en ont souffert. Et je dis aujourd'hui, pétri de cette expérience-là, pétri de cette connaissance-là, je me dois, en tant que Gabonais, de proposer autre chose que la continuité de ce système. Et j'ai un contradicteur qui, lui, est dans cette continuité et je suis dans la rupture. Et parlant de cette rupture, justement, nous restons dans l'aspect politique. Rupture également ou réajustement avec la France? Mais dans le projet que je porte, je le dis très clairement, en matière de diplomatie, en matière de relations internationales, il n'y a pas de petite souveraineté. Et j'indique qu'il faudra revoir certains accords de coopération économique, diplomatique, militaire avec la France. Ça veut dire que êtes-vous pour la fermeture de la base militaire française? Je suis pour réexaminer, mais la base militaire française, madame, ce n'est pas un sujet tabou pour moi. Ce sont des sujets, dans le cadre de mon projet, j'ai indiqué que nous mettrons en place une nouvelle stratégie de défense nationale. Et nous allons convoquer un certain nombre d'indicateurs avec les militaires pour nous asseoir et prendre une loi d'orientation militaire. Dans cette loi d'orientation militaire, sommes-nous montés en puissance en matière de marine nationale? Sommes-nous en capacité nous-mêmes de protéger nos côtes, notre territoire en mer, sachant que le territoire en mer, il est presque aussi grand que le territoire terrestre? Est-ce qu'on est en capacité d'avoir une aviation autonome aujourd'hui? Est-ce que nos forces terrestres sont en capacité de se déployer? Une fois qu'on a dit cela et qu'on est monté en puissance, que me fait le camp de Gaulle au Gabon? Il me sert à quoi le camp de Gaulle au Gabon? Justement, Monsieur le Président,
Le candidat actuel, président de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé récemment avoir lancé des discussions pour le retrait de la base militaire française en ne laissant que les instructeurs et au passage en baptisant le camp de Gaulle à un nom honorifique du pays. Comment vous appréciez ces négociations? Emmanuel Macron a nommé un envoyé spécial, Jean-Marie Bockel, qui a été ministre français et qui a la